Moi, j'ai cofondé la société qui s'appelle Cultivate et surtout le projet Plantation Paris que vous voyez en image. C'est une nouvelle conception qu'on se fait de la ville, en tout cas, et qu'on incarne sur un projet de 7000 m² sur les toits de Paris, dans le 18e arrondissement. Donc c'est une ferme agroécologique, et c'est en ça, en effet, qu'on tient à rendre hommage à Pierre Rabhi, quand même, qui était une source d'inspiration importante. Et donc c'est pour nous une façon de réinventer la ville et surtout de reconnecter quelque part les citadins, qui sont l'essentiel finalement de la population mondiale, à la nature. Parce que c'est vrai qu'on est parti de deux constats. Donc moi, à titre personnel, j'ai eu la chance de grandir dans les Yvelines, dans une région plutôt voilà, naturelle, et d'être au contact de la nature et d'avoir pu l'observer. J'ai ensuite eu la chance d'aller un petit peu en Afrique, en Asie, dans des parcs nationaux, vraiment côtoyer la nature. Ça m'a toujours passionné. Mais j'ai eu cette chance. Et finalement, cette chance, elle n'est pas donnée à tout le monde, surtout quand on vit à Paris, dans le 18e arrondissement, où il n'y a quasiment pas un square pour quelques centaines de milliers d'habitants. Et donc, comment voulez-vous que des enfants ou des familles, en grandissant dans ces environnements-là, sachant que l'essentiel de la population mondiale grandit dans ces environnements, aient la conscience de ce qu'est la biodiversité et de ce qu'est la préservation du vivant? Et c'est en ça que la biodiversité, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu as dit tout à l'heure, Romain, la biodiversité, c'est encore plus la partie immergée de l'iceberg que l'enjeu climatique, parce qu'il est loin de chez nous, il est intangible et il est sous-représenté médiatiquement. Ce qui fait qu'in fine, c'est un enjeu qui paraît complètement abstrait quand on n'est pas connecté à la nature. Et c'est l'enjeu, nous, qu'on a eu avec ce projet, c'est de se dire comment est-ce qu'on reconnecte les populations urbaines à la nature pour susciter cette prise de conscience, puisque seule une prise de conscience généralisée et massive permettra d'arriver à des résultats. Donc ça, c'était le premier élément. Le deuxième élément, c'est en effet que les enjeux alimentaires et agricoles, alors voilà, ça c'est avant, donc je vous laisse observer la biodiversité sur cette image. Donc là, on est dans le 18e arrondissement de Paris, c'est les rails de la gare du Nord. Alors il y a un peu d'herbe, un peu de gazon qui a poussé visiblement autour des rails. Et ensuite, on voit que du premier plan jusqu'au Sacré-Cœur, voilà, c'est difficile de trouver quelques arbres et encore moins de la biodiversité. Et si on peut aller à l'image suivante. Donc c'est un projet qu'on a construit en 2020 pendant le Covid et qu'on exploite depuis cette année. Et donc là, voilà, c'est une photo, à mon avis, en septembre, avec là, nos tomates, nos poivrons, nos aubergines. On a une cinquantaine de variétés en culture dans le potager qui fait quand même 1500 m². Et avec 1500 m², on distribue beaucoup de paniers aux Parisiens. On travaille avec beaucoup de restaurants. On travaille aussi nous-mêmes. On a un espace événementiel où on travaille sur une offre de traiteur végétal. En tout cas, l'enjeu, ça a été de se dire, au-delà de la connexion à la nature, qui vise à dire, regardez la diversité du vivant, regardez l'importance qu'elle a dans le quotidien, regardez comme on peut la réintroduire en ville. Et nous, c'est aujourd'hui un retour d'expérience qu'on amène. Et c'est un étonnement, c'est à quel point la nature reprend ses droits à une vitesse hallucinante. Et en fait, en un an, on est passé du béton. Et je vous invite, si vous pouvez, à venir nous voir et à voir la diversité qu'il y a dans ce potager. Mais en tout cas, la nature reprend ses droits à une vitesse incroyable. Et ça, c'est rassurant parce qu'en effet, l'inaction, on se dit c'est trop tard. Mais en fait, non, si on prend suffisamment d'action aujourd'hui, la nature est capable de rattraper le retard qu'on lui a fait subir quelque part. Donc en tout cas, voilà, c'est ça les deux enjeux nous, qui nous ont poussé à faire ce projet, c'est la déconnexion des citadins à la nature et la déconnexion des citadins à leur propre alimentation. Et quand on sait le poids qu'a l'agriculture dans les enjeux climatiques et de biodiversité sur Terre, l'essentiel de l'Amazonie, l'essentiel de la déforestation de l'Amazonie, c'est pour la culture de soja notamment, afin de nourrir du bétail, afin in fine de pouvoir manger de la viande, donc c'est vraiment un problème agroalimentaire. Et ben voilà, c'est pouvoir jouer sur la connexion à la nature et la connexion à l'alimentation. Alors moi, je trouve ça magnifique. Là, je me dis, mais la première question qui me vient, comment à Paris, où il y a une telle pression immobilière, on arrive à libérer 1500 m² pour faire une ferme? Donc ça, c'est première question. Alors la ferme fait 7000 m². 7000 m². Le potager fait 1500 m². Ensuite, on a aussi une grande serre qui est chauffée par la récupération de chaleur d'un data center. Donc il y a un centre informatique au sous-sol qui sert notamment à stocker les données des hôpitaux de Paris. Donc, à mon avis, ça a bien tourné en 2020. Et donc, on récupère cette chaleur pour chauffer de l'eau à 65 degrés, qui nous permet de chauffer notre serre pendant tout l'hiver avec une chaleur qu'on appelle fatale, c'est-à-dire décarbonée. Enfin, décarbonée et présente dans tous les cas, donc on n'a plus qu'à la valoriser. Et finalement, Paris, c'est une ville ultra dense. C'est pour ça que de plus en plus de gens cherchent à la quitter. Moi aussi, je suis entre Paris et la campagne, parce que j'ai travaillé pendant 6 ans à la Défense, en fait, avant, et je ne pouvais plus supporter cette minéralisation totale de mon quotidien. Et donc, quelque part, en fait, si on va chercher sur les toits, au sol, il n'y a plus de place. On est tous sur des trottoirs d'1 mètre, entre les pots d'échappement, les poussettes, à se marcher dessus.
C'est incroyable cette ville. Et si on monte sur les toits, il y a beaucoup d'haussmanniens, mais il y a aussi beaucoup dans et autour de Paris, des milliers de mètres carrés, voire des hectares de surface non exploitée. Et aujourd'hui, on ne comprend pas, nous, on est pointés un peu comme des visionnaires, mais quelque part, on a fait quelque chose de bon sens, qui est de se dire où est-ce qu'il y a des espaces libres qu'on peut exploiter pour ramener de la vie, ramener de la production. Et finalement, il y en a des dizaines des endroits comme ça. Et quand on regarde New York, Montréal, Chicago, ça fait 20 ans que les rooftops sont exploités. Alors, il y a eu toute la période des bars, etc. Et aujourd'hui, non, il y a des fermes urbaines géantes qui sont créées, et elles ont des bienfaits pour les habitants, directement, parce que ça fait du bien d'être connecté à la nature. Elles ont des bienfaits aussi d'un point de vue alimentaire, parce que les produits, quand ils sont ultra frais et ultra locaux, ils ont une densité en nutriments qui est beaucoup plus riche et qui se perd d'heure en heure. Et il y a des bienfaits pour la ville qui sont évidents: stimuler la biodiversité, séquestrer le carbone, séquestrer les eaux pluviales, isoler le bâtiment par le haut. Enfin voilà, c'est des dizaines de petits bienfaits qui font qu'aujourd'hui on s'étonne pourquoi il n'y en a pas plus. Mais voilà, en tout cas, nous on a trouvé ce projet, on a remporté un appel à projet de la ville de Paris. On n'est pas subventionné, donc on est une entreprise à but lucratif. Donc on vend des légumes et on organise des événements à la ferme, pour faire simple. Mais demain, on espère que ça sera systématisé, parce que la principale alternative aujourd'hui, c'est les toitures solaires. Enfin, la principale alternative aujourd'hui, c'est rien. L'essentiel des bâtiments, il n'y a rien dessus. On s'est dit, c'est bien de faire des énergies renouvelables à un moment donné, sauf qu'une toiture solaire, ça ne crée pas d'emploi, ça ne crée pas de biodiversité. C'est un bilan carbone intéressant, mais on peut très bien produire en dehors des villes. Et finalement, les toits, on peut en faire des lieux productifs et vivants. Et vous avez trouvé votre modèle économique avec Alors, toutes ces nous, c'est notre première année, donc c'est un peu tôt pour le dire. D'accord. En tout cas, surtout avec le Covid, c'est vrai que voilà, on a vocation... c'est l'autre pan de notre projet. Donc, on a un pan agroécologique et de production de légumes et de sensibilisation. L'autre pan, c'est quand même d'accueillir du public, des écoliers, des entreprises, des particuliers. On fait aussi beaucoup de sessions de yoga et de méditation, parce que finalement, la conscience du monde, c'est la conscience du vivant. Et finalement, en créant comme ça des espaces ressourçants en ville, on permet aussi aux gens de s'extraire de leur quotidien métro, boulot, dodo, et de quelque part de se connecter à d'autres choses. Et donc c'est aussi les bienfaits de ce type de lieu-là, c'est de donner l'opportunité aux gens de se déconnecter de leur quotidien, de se connecter à la nature, mais aussi à eux-mêmes, parce que finalement, quand on détériore la nature, on se détériore intérieurement aussi. Les deux sont intrinsèquement liés. Donc voilà, c'est vrai qu'avec le Covid, c'est un peu plus compliqué sur cette partie-là, mais nous, notre vocation, on a accueilli des classes de maternelle notamment, on leur a montré ce qu'on cultivait, et quelque part, je pense que c'est ce cumul de prise de conscience individuelle que nous, on fait à notre niveau, que chacun fait à son niveau, qui, in fine, aura un impact massif, parce que, encore une fois, le plus grand choix, je pense, qu'on puisse tous faire aujourd'hui dans notre quotidien, c'est de ne plus consommer de protéines animales. Je le dis, je ne suis pas un végétarien ni un vegan, mais l'enjeu aujourd'hui, c'est de ne pas ou de très peu consommer de viande, de ne pas ou de très peu consommer de poisson, d'avoir une alimentation végétale et de réduire l'impact qu'a l'agriculture mondiale sur les sols. Et Erwan aussi en a très bien parlé, mais c'est un vrai désastre. Et en ça, heureusement, pareil, avec les actions que vous menez, on peut refertiliser les sols, on peut rendre des sols vivants, ça prend des années, mais c'est possible. Et donc, il y a le retour en arrière, il est possible. On peut désactiver le cumul des actions néfastes que l'humanité a portées sur Terre. Mais je pense qu'en effet, chaque année qui passe, ça sera peut-être une décennie à chaque fois de travail pour annuler tout ce qu'on a pu faire. Merci beaucoup. On reviendra sur le projet aussi au moment des questions. Merci pour votre question. C'est vrai que moi, ce qui me rend extrêmement humble au quotidien, c'est qu'en fait, je constate qu'un légume qui sort de la terre et qu'on peut cuisiner dans une salade et partager un repas, en fait, le monde, quelque part, de la ferme et de l'alimentation, c'est un des plus grands dénominateurs communs de l'humanité. C'est-à-dire qu'en Afrique, en Asie, chez nous, peu importe où on se trouve dans le monde, on va cultiver quelque chose, on va se retrouver autour d'un repas. Et derrière, c'est vrai que le sujet du bien-être, moi, aujourd'hui, plus j'avance dans mes réflexions, plus je pense qu'il est central. Parce que si on prend soin de soi, nécessairement, on prend conscience de soi et de sa place dans le monde. Et le mot conscience, pour moi, il est très important. Il y a le mot bien-être, c'est-à-dire comment je me nourris, est-ce que je prends soin de moi, est-ce que j'ai conscience de moi, est-ce que j'ai conscience de ce que je consomme, de ce que je ne consomme pas. Et est-ce que, du coup, cette conscience m'amène aussi à avoir une conscience des autres, des éléments sur Terre. Et je disais à Gilles, justement, que j'ai passé beaucoup de temps en Afrique de l'Ouest, dans mes vies précédentes, dans l'Afrique globalement. Et j'ai constaté en Afrique ce qui est l'assèchement des sols, l'assèchement des cours d'eau, les sécheresses, et du coup l'absence de poissons, l'absence de culture, et en plus l'absence d'assurance sur ces cultures, ce qui fait que quelque part, s'il y a une mauvaise année, il n'y a rien, il y a 0 €, il n'y a pas de riz, il n'y a pas de récolte, donc c'est des drames, c'est des décès dans des familles, dans des villages. Et finalement, la conscience du vivant, quand on la côtoie même dans son petit potager de 5 mètres carrés,
eh ben, elle nous amène, à mon sens, une conscience des éléments terrestres, une conscience de la vie sur Terre, d'ailleurs une conscience de la Terre dans l'espace, etc. Mais quelque part, ce niveau de conscience-là, il permet de tous nous relier à travers le monde, et donc d'avoir quelque part un lien entre tous les éléments du vivant, parce que finalement, je crois que si on peut dire une chose, c'est que le vivant n'est qu'un, et il y a l'interconnexion des éléments dont nous faisons partie est totale. Et donc voilà, avoir une conscience. Alors le bien-être, c'est le point de départ, et ensuite, l'étape suivante, c'est la conscience de soi et la conscience du monde. Et je pense que cette conscience, ça ne veut pas dire qu'il faut voyager à travers le monde. C'est que quelque part, elle peut se faire, encore une fois, au quotidien, chez soi, avec quelques lectures même. Mais cette conscience-là, elle nous relie, elle relie tous les éléments. Et à mon sens, demain, ça sera un grand sujet pour nous permettre d'avoir conscience, à notre petite échelle, justement, de l'échelle des enjeux auxquels on est confronté.